Bonsoir à vous qui nous recevez au cœur de la capitale, dans le tumulte de Kinshasa ou dans le calme de nos provinces, de Matadi jusqu'à la pointe d'Ouvira et dans la diaspora. Bienvenue à cette édition d'Inside News RDC. Aujourd'hui, un vrombissement particulier a déchiré le ciel du Nord Kivu. Après plus d'un an de silence forcé, un hélicoptère de la MONUSCO s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Goma. Un atterrissage symbolique pour notre nation, alors que nos ailes étaient clouées au sol depuis janvier 2025 par le fracas des armes et un blocus qui n'osait pas dire son nom. Mais ne nous y trompons pas. Derrière ce retour des hélices onusiennes se joue une partie d'échec complexe. Ce soir, nous décortiquons ce décalage saisissant entre la diplomatie feutrée des salons de Luanda, de Washington ou de Strasbourg et la réalité brute de nos compatriotes qui, eux, attendent des actes. Nous analysons l'entrée en vigueur annoncée d'un nouveau cessez-le-feu pour le 18 février sous l'égide de l'Angola et ce cri de colère venu du Parlement européen où l'on dénonce enfin le double jeu cynique de l'Union européenne face à l'agression rwandaise. Parce que la vérité est une exigence, nous irons au-delà des communiqués officiels. Nous parlerons de notre souveraineté, qui, loin d'être une monnaie d'échange, reste le socle sur lequel nous bâtissons notre avenir. Elle ne se négocie dans aucune chancellerie étrangère. Bienvenue dans une édition où l'ambition diplomatique se heurte à la réalité du terrain. Le 18 février prochain, à midi précise, c'est l'échéance que la médiation angolaise, dirigée par João Lourenço, propose pour un nouveau cessez-le-feu entre nos forces loyalistes et la coalition terroriste AFC M23. Ce mandat, confié à Luanda lors d'un sommet réunissant notre président Félix Tshisekedi, le Togolais Faure Gnassingbé et l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, tente de préparer le terrain pour un dialogue intercongolais. Mais l'histoire bégaye. Cela rappelle les accords de Doha d'octobre 2025 ou le processus de Luanda de fin 2024, balayé par la volonté belliqueuse de Kigali. Sur le miroir international, une répartition des rôles s'opère. Washington gère le père, le Rwanda, tandis que Doha traite avec le fils, le M23. Cette métaphore familiale, utilisée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, révèle une structure de commandement claire. Pour Kinshasa, il est hors de question de dialoguer avec les rebelles tant que les bottes rwandaises souillent notre sol. Patrick Muyaya a été cinglant. Le Rwanda est devenu l'empire du mensonge, niant sa présence alors que les rapports de l'ONU l'accablent chaque jour. En face, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, persiste dans une arrogance glaciale. Il balaie la menace de sanctions internationales, les qualifiant de simples velléités sans effet. Pour lui, les sanctions ne sont pas une baguette magique qui résoudra les problèmes. Il prétend que le président Tshisekedi signe les accords par la main, mais pas par le cœur. Quelle amère ironie venant de celui dont le régime alimente le chaos pour piller nos richesses minières. La réalité du terrain nous montre que la coalition AFC M23 Twirwanevo multiplie les attaques de drones, comme récemment à Kisangani, prouvant que les signatures à Luanda n'ont que peu de poids face aux ambitions de conquête. Le dialogue interne, s'il doit avoir lieu, ne se tiendra qu'à Kinshasa, dans nos institutions et sans aucune forme d'impunité. Nous ne pouvons accepter que ceux qui massacrent nos enfants au nom d'un pays voisin s'asseyent à la table de la République. L'impact pour nos concitoyens est massif. Près d'1 million de déplacés attendent de savoir si le 18 février sera une date de paix ou un énième rendez-vous manqué. La question demeure, comment pouvons-nous espérer une paix durable quand l'agresseur se moque ouvertement des règles internationales et que la médiation africaine peine à imposer des garanties réelles? La paix nécessite de la sincérité, une vertu totalement absente dans l'empire du mensonge qui nous fait face. Le tarmac de Goma a enfin revu une hélice. Viviane Van de Per, chef par intérim de la MONUSCO, est descendue de ce premier hélicoptère ce jeudi, marquant une étape opérationnelle après une année d'isolement aérien total pour le chef-lieu du Nord Kivu.
Cette mission s'inscrit dans le cadre de la résolution 28/08 du Conseil de sécurité, visant à soutenir la vérification du cessez-le-feu via le mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EJVM+. Une mission de reconnaissance aérienne est d'ailleurs prévue dans les prochains jours à Uvira pour confirmer les mouvements de troupes. Mais analysons ce fait avec la loupe de la souveraineté. En avons-nous réellement besoin ? Pourquoi faut-il encore que des experts internationaux, logés dans des bureaux climatisés à New York ou Addis Abeba, viennent vérifier ce que nos mères, nos agriculteurs et nos soldats voient chaque jour sur la ligne de front ? Ce retour des ailes onusiennes, s'il soulage logistiquement la ville, ressemble à une béquille diplomatique pour masquer l'impuissance de la communauté internationale à faire respecter nos frontières. On parle de plein respect de la souveraineté, mais la souveraineté ne s'exerce pas par procuration. La réalité est rugueuse. L'aéroport de Goma est le poumon économique de toute une région. Sa fermeture a fait exploser les prix des denrées alimentaires, plongeant des milliers de familles dans une précarité sans précédent. Le retour de la MONUSCO doit être le prélude à une réouverture civile totale, et non une simple facilitation bureaucratique. Les citoyens de Goma ne demandent pas des rapports de vérification supplémentaires. Ils exigent que l'espace aérien national soit contrôlé par nos propres forces, sans dépendre du bon vouloir d'une mission dont le départ est déjà programmé. L'histoire bégaye, nous rappelant les déploiements passés qui n'ont jamais réussi à empêcher la chute de localités stratégiques. Est-ce une avancée vers la stabilité ou une mise en scène pour donner l'illusion d'une présence internationale active? Pendant que les obus continuent de tomber à la périphérie de la ville, les experts de l'ONU comptent les points. Nous devons nous interroger sur l'efficacité de ce mécanisme de vérification qui, jusqu'à présent, n'a jamais conduit à des sanctions coercitives contre l'agresseur clairement identifié. Pour le Congolais moyen, cet hélicoptère est un espoir de désenclavement, mais aussi un rappel cuisant de notre dépendance logistique. La véritable souveraineté sera retrouvée quand ce seront nos propres avions de chasse et de transport qui assureront seuls la sécurité et le ravitaillement de Goma à Uvira. En attendant, nous observons ce ballet onusien avec une méfiance constructive, car la paix ne se décrète pas depuis un cockpit étranger. À Strasbourg, le député européen Thierry Mariani a jeté un pavé dans la mare en refusant de participer à un énième débat sur l'Est de notre pays. Il a dénoncé une comédie orchestrée par l'Union européenne. Utilisant la célèbre mélodie de Dalida, il a résumé l'action de l'Europe en 3 mots. Parole, parole, parole. En un an, 4 débats ont eu lieu dans l'hémicycle européen, pour un résultat concret nul. 0 mesure, 0 sanction, 0 pression réelle sur le régime de Kigali. C'est ici que le fossé se creuse. L'Union européenne fait preuve d'une efficacité redoutable quand il s'agit de la Russie. Gel d'avoirs immédiats, interdiction de visa pour les dignitaires, suspension de partenariats énergétiques. Mais face au Rwanda de Paul Kagame, l'Europe détourne le regard. Pire, elle maintient un accord stratégique signé en 2024 sur les matières premières avec Kigali, alors qu'il est prouvé par les experts de l'ONU que ces minerais sont le fruit du pillage et du sang congolais. Mariani pose la question qui fâche. Pourquoi tant de complaisance ? Doit-on s'attendre à la découverte d'un Rwanda Gate ? Un scandale de corruption qui expliquerait pourquoi le sang de nos frères et sœurs pèse moins que les intérêts diplomatiques de certains commissaires européens. Cette politique de 2 poids, 2 mesures est une insulte à la dignité de notre nation. L'Europe sanctionne des lampistes, des petits chefs de guerre locaux, tout en laissant carte blanche aux donneurs d'ordre installés à Kigali. Cette hypocrisie nous rappelle que notre salut ne viendra pas des résolutions de Strasbourg. Le miroir international est déformant. On nous félicite pour notre résilience dans les couloirs, mais on finance nos agresseurs sous prétexte de transition énergétique. Le cobalt congolais est indispensable aux batteries européennes, mais l'Europe préfère l'acheter via un intermédiaire belliqueux plutôt que de traiter directement avec une nation souveraine et respectée.
L'impact pour nous est une profonde amertume. Chaque euro versé au Rwanda pour son développement est un euro qui potentiellement finance les munitions qui tuent à Rutshuru. Nous refusons cette charité chrétienne qui nous envoie des couvertures après nous avoir volé notre toit. La souveraineté ne mendie pas la reconnaissance, elle l'impose par la force des faits. Strasbourg parle, mais le Congo souffre, et cette déconnexion ne peut plus durer. C'est le message porté avec force par Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, au Mining Indaba 2026 à Cape Town. Devant les géants mondiaux du secteur, elle a rappelé que notre province assume sa responsabilité historique en tant que capitale mondiale du cobalt. Mais nous ne voulons plus être le terrain de jeu où la Chine et les États-Unis s'affrontent pour le contrôle de nos ressources. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a été cinglant. Nous ne vendrons rien pour rien. La RDC possède 90% de potentiel encore inexploré et les 10% actuels ne doivent plus servir à enrichir uniquement les ports étrangers. Le corridor de Lobito est à cet égard une révolution logistique. Déjà, 100 000 tonnes de cuivre ont été évacuées par ce rail stratégique vers l'Atlantique, reliant nos mines directement au marché américain et européen. Nous passons du statut de pays de violence à celui de pays solution. Mais posons ici le test de l'arnaque. Pendant que nos dirigeants négocient des contrats de milliards à Cape Town, comment expliquer que l'État soit incapable de financer ses structures les plus élémentaires? La réalité à la prison centrale de Luebo dans le Kasaï est un miroir insoutenable de ce paradoxe. Cette maison carcérale n'a reçu aucune subvention du gouvernement central depuis 1 an. Les murs s'écroulent, les détenus survivent dans une promiscuité abjecte, sans eau potable ni nourriture décente. Le directeur, Emmanuel Chintela Mamba, lance un cri d'alarme. Les vies humaines s'éteignent dans l'oubli total de la République. Comment pouvons-nous être la solution minière du monde et laisser mourir de faim nos propres citoyens sous notre garde? Cette richesse minière doit se transformer en pain sur la table et en infrastructures solides. Le code de la rue nous apprend que si le cobalt brille à la bourse de Londres, le franc congolais, lui, peine à remplir le panier de la ménagère au marché de Chikapa. Il y a un fossé entre les chiffres macroéconomiques présentés à l'étranger et la misère noire de nos infrastructures carcérales et hospitalières. La diversification des partenariats vantée par Louis Watoum ne sera une victoire que si elle finance enfin le quotidien de nos compatriotes. La souveraineté minière, c'est aussi le contrôle des données. L'entreprise Cobalt Metals se heurte au refus de la Belgique de céder nos archives géologiques coloniales conservées à Tervuren. Pourquoi nos données sont-elles encore gardées comme des secrets d'État en Europe? Posséder la carte de notre sous-sol, c'est posséder les clés de notre indépendance. Sans ces cartes, nous signons des contrats en aveugle, livrons nos richesses à des prix dérisoires. La bataille pour le cobalt se joue autant dans les mines du Lualaba que dans les bibliothèques de Belgique. Loin des sommets internationaux, la vie de nos concitoyens tente de s'améliorer par des initiatives de proximité. À Kisangani, la mise en service du Desmet Hospital apporte un souffle de modernité. Le gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolien, a souligné que cet hôpital réduit enfin le besoin d'évacuation coûteuse vers l'étranger. Au Kasaï central, une promesse se concrétise, la gratuité des soins pour nos enseignants. Grâce à une cotisation mensuelle de 5 000 francs congolais, ces bâtisseurs de la nation accèdent enfin à une couverture santé. C'est un soulagement réel pour des milliers de foyers qui n'ont plus à choisir entre se soigner et se nourrir. Mais la justice reste fragile. À Kinshasa, l'inquiétude grandit autour de la disparition de Dodo Lutombo, autorité morale du parti M-Passa, porté disparu depuis 3 jours. Le secrétaire général du parti, Jean-Louis Kwanzwa, dénonce des intimidations systématiques. Cette situation interroge la sécurité des acteurs politiques au sein même de l'Union sacrée. Comment garantir un climat démocratique sain si nos leaders disparaissent sans laisser de traces? Sur le front de la sécurité urbaine,
La colère gronde à Butembo. Des mouvements citoyens comme la Lucha et la Véranda Mutsanga exigent le départ du maire Moa Baeti Teli Roger et du commandant de la police. En un an, près de 100 morts ont été enregistrés dans cette ville sous état de siège. La population se sent abandonnée à une criminalité sans fin. Le contrat social est rompu quand l'autorité ne parvient plus à protéger la vie. Est-il temps de repenser l'état de siège pour offrir une alternative plus efficace à nos frères de l'Est? À Addis Abeba, le sommet de l'Union africaine s'ouvre sous le signe de l'eau et de l'assainissement. Antonio Guterres est attendu pour souligner le partenariat ONU-UA. Mais pour nous, l'enjeu est aussi institutionnel. L'Angola cède la présidence de l'organisation au Burundi. Ce passage de témoin est crucial pour le suivi du processus de paix dans les Grands Lacs. La voix du Burundi, pays voisin et concerné, sera-t-elle assez forte pour imposer le respect de nos frontières? Nous passons maintenant à nos informations rapides à travers le territoire. Le trafic entre Goma et Bukavu est totalement coupé suite à l'effondrement du pont Mubimbi sur la RN2 après de fortes pluies. Cet axe vital est paralysé, isolant le nord du Sud Kivu et menaçant l'approvisionnement des marchés locaux. À Kisangani, l'incendie de la baleinière Eden Ma Famille a causé des pertes matérielles immenses, des bidons d'essence aux motos, laissant des dizaines de commerçants dans le désespoir le plus total. Sur le plan sécuritaire, nos forces loyalistes mènent des opérations de ratissage à Bullet, en Ituri, pour déloger la milice CRP avec l'appui des casques bleus. Enfin, une note de courage avec nos léopards dames U20 qui sont à Lubumbashi, déterminés à prendre leur revanche contre la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires du Mondial 2026. La résilience de notre peuple se lit aussi dans le sport. Pour clore cette édition, retenons l'essentiel de nos analyses. Le retour d'un hélicoptère à Goma brise symboliquement le blocus, mais la paix durable reste suspendue à l'échéance du 18 février. Pendant que Strasbourg dénonce l'hypocrisie de l'Europe, notre nation affirme son leadership minier à Cape Town. Pourtant, ce leadership reste en demi-teinte face à la détresse de nos prisons, à Luebo et aux infrastructures qui s'écroulent, comme le pont de Mubimbi. La souveraineté ne se mesure pas seulement aux contrats signés, mais à la capacité d'un État à prendre soin des plus vulnérables. Notre pensée du jour: une signature n'est pas une paix, elle n'est que le début de la fin du mensonge. Cette réflexion fait écho aux aveux de l'agresseur. Sans sincérité de cœur, les traités ne sont que des parchemins fragiles. Pour une paix véritable, il faut d'abord terrasser l'empire du mensonge. Pour approfondir ces dossiers, je vous invite à visionner notre analyse sur Inside News Review intitulée « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». Vous y découvrirez les mécanismes financiers qui alimentent le conflit à l'Est. Que Dieu bénisse notre nation et protège nos compatriotes. C'était Yolande, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle quête de vérité.